Alors, nous sommes de nouveau de retour sur une nouvelle interview. Je suis en compagnie de Charles Robin, que vous ne connaissez peut-être pas encore. Et vous allez voir pourquoi j'ai décidé de faire cette interview. Et je sens que ça va vous intéresser. On va parler de YouTube, on va parler de pédagogie, on va parler d'enseignement et on va parler de philosophie aussi, peut-être un peu. Donc, bonjour Charles et merci à toi d'être ici. Salut Nico, et merci à toi pour ton invitation. Ben, avec grand plaisir. Alors, pour faire un petit peu l'introduction de, non pas de l'interview, mais de comment je t'ai connu par le web, et je vais te laisser te présenter un petit peu plus en détail, ça sera plus simple de se définir soi plutôt que d'avoir quelqu'un qui nous définit. Euh, j'ai commencé il y a un an de ça. Je cherchais des infos sur Nietzsche, me semble-t-il, et j'étais tombé sur ta première chaîne YouTube, donc de ton prénom nom, Charles Robin, et j'ai commencé à écouter une première vidéo et j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup, ça m'a amené sur une seconde vidéo sur Schopenhauer, me semble-t-il, et donc forcément, par intérêt, ben, classique, on aime une chaîne, donc on s'abonne à cette chaîne. Et plus tard, tu as sorti une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Le Précepteur, donc j'imagine que tu nous parleras un petit peu plus en détail, qui parlait d'éducation, de pédagogie plus particulièrement, d'accompagnement pour les élèves et aussi pour les parents. Et donc du coup, comme moi, au vu du business de la connaissance et de toute cette dynamique de transférer, de transmettre de la connaissance et cette notion de pédagogie, même si moi, c'est plus un public, on va dire, d'adultes, ça m'a de suite intéressé. Donc, je me suis abonné à cette seconde chaîne YouTube sur laquelle j'ai vu des codes que tu as mis en place sur tes vidéos YouTube dès le départ qui ont fait que ça a marché. Aujourd'hui, je vois que sur tes chaînes YouTube, donc tu as 27 362 abonnés au compteur sur ta chaîne Charles Robin et sur le précepteur, tu as 15 743 abonnés. Où est-ce que je veux en venir avec cette introduction-là? C'est que à un moment donné, j'étais un visiteur lambda de YouTube. Je suis tombé par hasard sur une chaîne YouTube. Je me suis abonné, j'ai kiffé le contenu. Et aujourd'hui, on en vient à cette interview. Et donc, je trouvais ça intéressant d'avoir ce parcours-là et d'en discuter peut-être plus en détail. Voilà, c'était un petit peu long. Je vais te laisser te présenter maintenant. Ben, merci, écoute, je pense que tu as dit l'essentiel. Donc pour tes auditeurs qui ne me connaissent pas sans doute, moi à la base donc je viens de l'enseignement, c'est-à-dire que j'ai fait des études de philosophie à Montpellier, j'ai fait un master Mhm. et après ce master, plutôt que de suivre la voie classique qui consiste à passer les concours de l'enseignement public, j'ai opté pour une autre voie. C'est-à-dire que j'ai commencé à donner des cours particuliers, j'ai commencé aussi à donner des cours à la fac, et je me suis aperçu qu'en fait, c'était dans le cours particulier que je m'épanouissais, que je m'accomplissais le plus. Et donc, j'ai choisi cette voie. Or, il se trouve que parallèlement à mes études et à l'enseignement, j'avais déjà ouvert une première chaîne YouTube, donc que tu as nommée, hein, c'est celle qui porte mon nom, Charles Robin. Donc, j'ai lancé cette chaîne en 2012. Et pourquoi j'ai lancé cette chaîne? Ben, tout simplement parce que à cette époque, j'avais fait un mémoire de philosophie politique dans le cadre de mes études. Mhm. Et en fait, j'ai auto-édité ce mémoire parce que bah, je pensais que ça valait la peine qu'il circule. Et résultat des courses, je me suis mis à faire des vidéos pour présenter ce livre davantage que pour parler de philosophie ou même de pédagogie. Et petit à petit, bah, je me suis diversifié dans mes thématiques jusqu'à en arriver à ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire des vidéos où je parle de philosophie, de certains auteurs, Nietzsche, Schopenhauer, Platon, etc. Mais ce qu'il faut savoir, ça pourra peut-être intéresser tes auditeurs, c'est que j'ai vraiment travaillé sur cette chaîne YouTube, mais de manière sans aucun professionnalisme, c'est-à-dire que je ne prêtais aucune attention à la forme, je n'avais pas de micro, je ne me filmais pas, je ne faisais aucun montage. Et puis progressivement, j'ai commencé à incorporer un petit peu d'éléments, voilà, de qualité technique, c'est-à-dire que bah, j'ai commencé à prendre un micro de meilleure qualité, j'ai commencé à me filmer, et puis petit à petit, j'ai fini par faire des vidéos qui étaient à peu près regardables, disons. Mhm. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'envie, donc là on est déjà maintenant en 2017. En 2017, je décide de créer une nouvelle chaîne qui sera consacrée donc à la pédagogie, qui s'appelle le Précepteur. Et donc cette chaîne, je l'ai lancée en avril 2018.
Donc, à l'heure où on se parle, ça fait un petit peu moins d'un an. Et là, j'ai voulu vraiment réunir à la fois mes compétences et mes connaissances en termes de pédagogie et de philosophie de l'éducation avec, disons, le savoir-faire sur YouTube que j'ai acquis au fil du temps, parce que même si je ne faisais aucun effort, disons, pour que mes vidéos soient de qualité, ben, j'ai fini par m'y mettre parce que je me suis rendu compte que si on voulait toucher un public un petit peu plus large, il fallait aussi jouer le jeu du format. On ne peut pas décemment demander à des internautes de se taper des vidéos de 45 minutes avec un son pourri ou avec une image de mauvaise qualité, parce que je pense que c'est pas très respectueux en fait de l'internaute. Et je comprends l'idée de tout vouloir investir sur le fond et de considérer que la forme est secondaire. Je comprends l'idée, mais dans les faits, ça marche pas comme ça. Mm. Et comme je le dis souvent à mes élèves, si tu passes un entretien d'embauche demain, je ne pense pas que tu iras en pyjama, les cheveux ébouriffés, c'est-à-dire je ne pense pas que tu iras sans prendre un minimum soin des apparences. Mm. Parce que les apparences, bah, c'est le premier contact qu'on a avec quelqu'un et on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Si on peut faire une bonne première impression et attirer à soi des gens qui ensuite seront intéressés par le contenu, ben, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Et puis, ben, si les personnes ne sont pas intéressées par le contenu, dans ce cas-là, elles ont toute liberté de passer leur chemin et d'aller sur d'autres chaînes. Mmh. D'accord, d'accord. Oui, donc du coup, c'est déjà tu mets en place, un point clé qui est le fond et la forme et ces notions effectivement de forme. Et ça, c'est intéressant aussi ce que tu dis puisque ça me fait penser qu'initialement, on part tous sur cette envie de faire ce qu'on a envie, de faire ce qui nous fait kiffer et de se dire que finalement tout le monde va s'adapter à ce que l'on veut et puis en même temps de se dire, ben finalement dans le monde en général, enfin les gens, vont s'adapter, ne sont pas trop attirés sur l'apparence ou quoi que ce soit. On a tendance à vouloir attribuer quelque chose d'idéal sur, finalement un contexte qui ne l'est pas forcément ou du moins qui n'est pas forcément sur notre vision à nous et C'est ça, c'est-à-dire que ça part souvent d'une très bonne intention, en fait. ouais. On est passionné par un sujet et on a une espèce d'idéal de pureté par rapport à notre passion, ce qui fait qu'on se dit, le fond, c'est ce qui prime et le reste est accessoire, le reste est secondaire. Donc, on va absolutiser le contenu, le fond, et Ouais. on va complètement mettre de côté la forme. Donc, ça part vraiment d'une bonne intention, mais le résultat pratique, ben, c'est qu'on ne respecte pas l'internaute à qui on propose son contenu parce qu'on considère qu'effectivement, comme tu le disais, on considère que c'est à lui de s'adapter et c'est à lui de supporter finalement les défauts en termes de qualité visuelle ou sonore. Mais cet effort-là, qui est-on pour le lui demander en réalité? Mmh. Je pense que le minimum à faire quand on veut s'adresser à des gens, c'est de leur donner un minimum envie de nous suivre. Par exemple, je pense que n'importe qui va dans une boutique pour s'acheter, je sais pas moi, des vêtements ou peu importe, bah, s'il a le choix entre une paire de chaussures dans un emballage à peu près propre, à peu près soigné, et une paire de chaussures qui traînent, une à gauche et une à droite, enfin bref, ça donne pas envie et c'est normal parce que bah, l'apparence compte, même si l'apparence doit être dépassée. Mmh. On dit bien qu'on ne doit pas juger un livre à sa couverture, mais si la couverture elle est toute blanche et qu'il n'y a même pas le titre dessus, qu'il n'y a aucune information, personne n'aura envie de lire ce livre. Donc je pense que c'est un petit peu la même problématique. Le format n'est qu'un moyen. Le contenu, c'est la fin, c'est la finalité, mais le moyen doit être utilisé pour obtenir cette finalité qui est le contenu. Et là, tu viens de toucher du doigt quelque chose qui est fondamental. Je vois notamment, tu vois, beh, sur mon écosystème où, là, typiquement, on met beaucoup d'efforts. Il y a énormément d'efforts qui est fait sur la forme et parfois, le fond n'est pas forcément là. Et c'est justement arriver à amener cet équilibre et même c'est même pas un équilibre, c'est plus un niveau d'exigence qui est que je vais quand même me préoccuper à avoir un fond qui soit qualitatif, à apporter le meilleur de moi, mais aussi amener une forme qui soit à un niveau qui soit tel que finalement les personnes vont me suivre derrière. Parce que qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à te suivre? C'est que le fond m'a intéressé, mais la forme était suffisamment acceptable ou agréable pour moi pour que je puisse continuer sur le fond. Et il y a, je pense que si on faisait l'expérience, à contenu égal, si tu prends une chaîne par exemple qui diffuserait uniquement du contenu audio ou du contenu avec une mauvaise qualité d'image et exactement le même contenu sur une autre chaîne avec un audio de qualité et une vidéo de qualité,
il est clair et net que c'est la chaîne de qualité qui l'emporterait. Et là encore, c'est tout à fait normal. Et comme tu disais, c'est simplement un niveau d'exigence minimum. Effectivement, on peut avoir des vidéos très bonnes sur le plan technique avec un contenu, un fond assez faible ou assez médiocre. Et de la même façon, on n'a pas besoin d'avoir une forme vraiment extraordinaire avec des effets spéciaux ou une caméra en 4K pour que ce soit de qualité. Je pense que c'est vraiment l'idée d'une qualité minimale qui de toute façon évolue parce que je pense que tu l'as constaté en tant que youtubeur, la manière dont on travaille et dont on va gérer la forme de nos vidéos, ça évolue. Et souvent, ça évolue par petites touches successives. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir un gros budget au départ ou d'être encadré, d'être aidé par des personnes de ce milieu-là, c'est rare qu'on ouvre sa chaîne YouTube et que la première vidéo soit top sur le niveau technique. C'est vraiment l'aboutissement en fait d'un travail d'amélioration permanent qui fait qu'on va atteindre cette qualité. Alors du coup, ça m'amène à une question, tu vois, j'aime bien référencer à mes points on va dire mon expérience personnelle. Et justement, ce que j'ai pu vivre sur ma chaîne YouTube, tu vois, c'était en 2016, j'ai investi énormément de temps et d'énergie sur YouTube. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais en fait, je faisais pas mal de vidéos et à un moment donné, j'investissais énormément de temps sur du montage, sur du travail qui était autour de ça. Et j'ai été super frustré in fine parce que je me suis rendu compte que je passais une journée, voire 2 journées à bosser par semaine sur mes vidéos et pour produire 2 vidéos par semaine. Et genre, par exemple, à peu près, peut-être un mois plus tard, je pouvais plus tenir, donc j'ai arrêté et j'ai fait un format de production où je faisais 4 vidéos par semaine, sauf que c'était des vidéos où je me filmais et d'ailleurs, c'est un format que j'utilise encore aujourd'hui où je me filme et je fais tout d'une traite et après je balance cette vidéo. Et ce qui a été terrible, c'est que ces vidéos-là ont mieux marché que les vidéos précédentes qui étaient super montées. Donc voilà, je pense qu'il y a des éléments qui manquent quand je te donne cette information-là. Cependant, est-ce que ça te parle, cette situation-là? Alors ça me parle et j'allais même te poser la question, comment tu l'expliques toi? C'est-à-dire selon toi, qu'est-ce qui a fait que ces vidéos ont mieux marché? Alors perso, c'est la bonne question. Heu, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Je pense que, j'ai enlevé pas mal de fioritures qui finalement surchargeaient un petit peu on va dire, comment dire? Qui surchargeait un petit peu ma façon d'être, mon état d'être. Et du coup, sur les vidéos qui étaient tournées en one shot, je suis plus revenu à une forme plus authentique de moi-même. Et là, du coup, en fait, c'est intéressant parce que d'un coup, on se retrouve, je pense que c'est vraiment ça. D'un coup, on se retrouve avec quelque chose qui est bien travaillé, qui est fait à fond, mais où on peut perdre son authenticité. Et de l'autre, un format qui peut être plus authentique, mais en même temps qui est, on va dire, moins adapté au code de YouTube. Ouais, je vois. Ça rejoint un peu ma réponse rejoindra un petit peu la tienne, c'est-à-dire que alors pour avoir fait environ, un peu plus de 80 vidéos sur ma première chaîne YouTube et Ouais. là, je crois qu'actuellement, j'en suis à une petite trentaine sur ma deuxième. S'il y a quelque chose que j'ai pu apprendre, par rapport à mon expérience sur YouTube, c'est qu'on peut jamais totalement anticiper, le succès ou pas, d'une vidéo. C'est-à-dire que j'ai parfois fait des vidéos en me disant qu'elles seraient regardées par 1000 ou 2000 personnes et finalement, je pense en particulier à mes vidéos de philosophie. Ma vidéo sur le stoïcisme, j'ai pas regardé récemment, mais aux dernières nouvelles, elle faisait 300 000 vues. Alors, Mmh. ça fait un petit moment qu'elle est sortie maintenant, mais c'est même pas une vidéo, c'est-à-dire que j'ai pris mon téléphone, j'ai branché mon kit Malibre à mon téléphone, je me suis enregistré et j'ai parlé pendant 40 minutes du stoïcisme. Et j'ai mis ça en ligne avec en fond une image d'un philosophe stoïcien. Et puis, je me suis rendu compte que les gens l'écoutaient, la réécoutaient, alors qu'elle dure 40 minutes pendant laquelle il n'y a aucune animation, c'est moi qui parle, tu vois. Et Et, ouais, et ma excuse-moi. vidéo n'était même pas écrite, en fait. C'était vraiment de l'improvisation, c'est-à-dire que en la réécoutant, je me suis rendu compte des petites erreurs que j'avais pu faire, des petites longueurs, des problèmes de rythme, tu vois. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre, mais pourtant, c'est un fait. Et à côté de ça, j'ai fait une vidéo
sur un sujet lié au libéralisme, parce que sur ma première chaîne, je parlais beaucoup de la question du libéralisme. Mhm. Voilà, j'avais fait un format court avec du montage, un rythme très très rapide, ce qui ressemble beaucoup, tu sais, aux vidéos qui peuvent devenir virales, Mhm. c'est-à-dire les vidéos courtes qu'on partage facilement et qui contiennent un message assez simple en réalité, avec ce qu'on appelle des punchlines, avec des images qui vont vraiment marquer et attirer l'attention. Et cette vidéo, elle a peut-être fait 5000 vues, tu vois. Donc, il y a une frustration dans un premier temps, il y a une incompréhension, et puis au bout d'un moment, il y a une acceptation. Mhm. Et finalement, je pense que tu as raison sur le principe de l'authenticité, même si c'est quelque chose de très dur à définir, l'authenticité sur YouTube. Alors, je ne Complètement. sais pas ce que tu en penses et je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais pour ma part, quand j'allume ma caméra, je n'arrive pas à être totalement Non. Charles. Je n'arrive pas à être totalement authentique parce que j'ai toujours ce problème, alors qui est sûrement un problème, disons, personnel, qu'on rencontre peut-être tous à des degrés différents. Je n'arrive pas à être totalement à l'aise quand je sais que je suis filmé, alors que je vais être totalement à l'aise quand je serai avec des gens que je connais, avec des amis ou même avec des inconnus avec qui je vais discuter dans un bistrot, par exemple, il n'y aura pas de problème. Mais le fait de savoir que ce que je suis en train de dire va être publié et visible potentiellement par des millions de personnes, eh ben, ça crée une sorte de petit blocage à l'intérieur de moi qui fait que je ne suis pas Mhm. totalement à l'aise. Et voilà pourquoi peut-être mes audios ont pu mieux marcher que certaines de mes vidéos, parce que ben, quand tu es en audio, on ne te voit pas, donc quelque part, tu es moins exposé, donc tu es potentiellement plus authentique. Voilà. Mhm. Donc ça, c'était un petit peu le bilan que j'en ai tiré, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, justement, l'authentisme, on va en parler parce que là, tu viens de soulever un sujet où je pense qu'on pourrait avancer et puis apporter de bonnes pistes de réflexion à celles et ceux qui nous écoutent. Mais avant cela, pour tes vidéos, concernant ces vidéos-là spécifiquement, puisque celle de mémoire, celle que tu avais faite sur Nietzsche et Schopenhauer, c'était exactement le même format, me semble-t-il, avec une image et de l'audio derrière. C'est bien ça, non? C'est bien ça. Et donc, ouais, donc moi, je me rappelle, en fait, j'ai vraiment la vision de, tu vois, l'ancrage l'ancrage de ce moment-là. J'étais en train de cuisiner et j'aime bien me mettre des trucs en fond. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais dans ma liste de vidéos à regarder, quelques vidéos sur, notamment sur Nietzsche, dont ta vidéo en question. Je balance la vidéo et en fait, j'ai écouté la vidéo. Et les autres vidéos, après que j'ai commencé, donc j'ai écouté la première vidéo, je me suis dit, ah, c'est super intéressant. Et moi, ce qui me plaît, c'est quand j'arrive à la fin d'une vidéo, je me dis, mais j'ai appris des trucs. Donc, Mm. fort de ce constat-là, donc du coup, j'ai regardé ta chaîne, je m'y suis abonné et j'ai mis à regarder plus tard la vidéo sur Schopenhauer et une autre encore. Et pareil, même rebelote, même routine, je suis en train de manger, je suis en train de préparer à manger et je m'écoute la vidéo. Et en fait, si tu veux, j'ai écouté tes vidéos sous un format qui est un format podcast. Et c'est vraiment ça, en fait. Pour moi, c'était un podcast. J'avais le son, j'écoutais le son et je faisais mes choses à côté et ça passait tout seul, quoi. Ça m'accompagnait. Donc ça, moi, c'est ça que j'ai apprécié. Alors que si je prends ta chaîne du précepteur, typiquement, c'est une chaîne que je vais regarder lorsque je regarde tes vidéos. Je vois qu'il y a une nouvelle vidéo sur Flux d'actualité. Déjà, petite parenthèse, je ne vais pas toutes les regarder pour une simple et bonne raison, c'est que ce n'est pas un sujet qui va me parler totalement. C'est-à-dire qu'il y a certaines parties, certaines vidéos en particulier qui vont me parler sur ce sujet-là. Donc ça, c'est pareil pour toutes les chaînes YouTube. Et au-delà de ça, lorsque je vois un sujet qui me parle, je vais le regarder, mais je vais le regarder avec attention parce qu'il y a un travail de montage, et la vidéo est plutôt courte. Je vais plutôt avoir un usage qui va être en mangeant, je me regarde, je fais ma session YouTube. Et je trouve que c'est intéressant cette notion de format. Et effectivement, moi, j'ai vraiment vu une différence, un delta entre les premières vidéos que tu as fait sur le précepteur et les vidéos que tu avais fait sur ta chaîne principale, sur ta première chaîne. Parce que, et ça se sent, tu as travaillé sur un format en particulier. Il y avait une mise en forme vidéo qui était bien spécifique, avec un décor qui était bien adapté. Tout était travaillé. Seulement, le format et ton mode de communication était différent de celui de la première chaîne. Je ne veux pas dire qu'il est moins bon, ce n'est pas le cas. Je veux dire juste qu'il est différent. Et donc voilà, donc, je ne sais pas si ça te donne déjà Bien sûr. Si, j'ai bien envie de réagir à ce que tu me dis. C'est très intéressant parce que déjà, ça confirme
à la fois ce que je m'étais dit et puis et certains retours que j'ai eus sur en fait les deux approches. Sur ma chaîne personnelle et sur ma chaîne Le Précepteur, il y a vraiment deux approches Mmh. qui sont assez différentes. Donc sur la chaîne Charles Robin, comme je te le disais, il y avait aucun travail, disons, de mise en forme. Il y avait très peu, enfin beaucoup moins de préparation, et il n'y avait pas d'identité, il n'y avait pas de fil conducteur en fait. Mmh. Les vidéos sortaient à des rythmes mais totalement extravagants, c'est-à-dire qu'il pouvait ne pas y avoir de vidéo pendant 6 mois, et puis tout à coup pendant une semaine j'allais en publier trois d'affilée. Enfin vraiment c'était vraiment totalement expérimental. Ma chaîne principale, enfin ma chaîne personnelle devrais-je dire, pour moi, c'était un petit peu mon laboratoire d'expérimentation. Et puis, quand j'avais envie de tester quelque chose, comme un scientifique dans son laboratoire qui a envie de tester un mélange de substances chimiques, eh ben, c'est ce que je faisais. Je mélangeais mes substances chimiques et puis j'envoyais tout ça et je voyais ce que ça donnait, en fait. Et Mmh. c'est ce qui a fait que sur cette chaîne personnelle, je sais qu'il y a quelques petites perles, c'est-à-dire des vidéos qui n'étaient pas anticipées, qui ne s'inscrivaient dans aucun fil conducteur et qui ont plu. Et ce sont ces podcasts, effectivement, dont tu parles, c'est le bon terme. Et Mmh. d'ailleurs, ça m'a donné envie parce que je suis en train d'y réfléchir actuellement. Sur la chaîne du Précepteur, j'ai aussi envie de diversifier mes formats. Et donc, je me suis dit dernièrement que j'allais retenter l'expérience du podcast sur la chaîne Le Précepteur Mmh. pour pouvoir brasser justement des sujets de philosophie parce que le thème s'y prête aussi puisque c'est une chaîne d'éducation, enfin pédagogie et philosophie d'éducation, donc ça a totalement sa place. Et je pense qu'effectivement, il y a des vidéos qu'on regarde, il y a des vidéos qu'on écoute, et que le public qui écoute les vidéos n'est pas forcément le même qui regarde les vidéos. En tout cas, on n'est pas dans le même état d'esprit, on n'est pas dans la même démarche. Et moi, c'est vrai que ça me frustre un peu. Je trouve ça un petit peu dommage qu'un certain public que j'avais sur ma chaîne personnelle, qui aimait bien écouter de longues vidéos où je parlais pendant un certain temps sans forcément avoir préparé, bah, ces gens-là ne s'y retrouvent pas forcément sur la chaîne du Précepteur, qui est une chaîne, on va dire, dans les codes de forme, dans les codes stylistiques, et plus généraliste. Mmh. C'est-à-dire que, tiens, ça peut peut-être intéresser comme information, ma chaîne Charles Robin, elle a été ouverte en 2012 Mmh. et en 2017, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais approximativement 2016-2017, je n'avais pas encore atteint les 1000 abonnés. Mmh. Et ensuite, elle a décollé en quelques mois, elle a décollé pour finalement continuer à augmenter sans même que je m'en rende compte. À l'inverse, la chaîne du Précepteur, je l'ai ouverte, c'était le 11 avril 2018, donc il y a un petit peu moins d'un an. 8 jours après, il y avait 1000 abonnés. Et là, aujourd'hui, on est à moins d'un an après, je suis à 15 000 abonnés. Mmh. C'est-à-dire que la progression a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Elle a été vraiment fulgurante. Je pense que c'est en partie parce que ce sont des vidéos qui s'adressent potentiellement à plus de monde aussi Mmh. Mmh. et qui respectent davantage les codes et le format. Donc, on va dire que les gens qui étaient sur ma chaîne principale sont sûrement des gens particulièrement intéressés par la philosophie, par la réflexion, qui sont vraiment dans une démarche de compréhension, d'augmentation de la conscience, ce genre de choses, tu vois. Finalement, ces personnes-là, elles sont quand même démographiquement un petit peu moins nombreuses que Mmh. les personnes qui vont s'intéresser à la pédagogie ou à l'éducation. Pourquoi? Parce que il y a des millions et des millions de parents d'élèves en France qui sont là encore susceptibles d'être intéressés par des sujets liés à la pédagogie et qui n'auraient pas du tout été intéressés par une vidéo sur le stoïcisme ou sur Nietzsche ou sur Schopenhauer. Et maintenant, mon objectif aujourd'hui, maintenant que je commence à avoir assez suffisamment d'expérience sur YouTube pour comprendre à peu près ce que je suis en train de faire, c'est de réunir en fait toutes ces personnes-là, parce que je suis toujours le même Charles. Le précepteur, c'est toujours Charles, mais Charles qui va proposer un contenu un peu plus ciblé. Maintenant, j'ai pas envie de perdre cette audience de mon ancienne chaîne, parce que je pense qu'ils auraient aussi des choses à trouver sur ma nouvelle chaîne. Donc, ça va être à moi de faire ce travail, de diversifier mes formats pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et ça rejoint exactement ce que tu disais. Tu vas voir apparaître une nouvelle vidéo sur ma chaîne, une vidéo sur la dyslexie, une vidéo sur la réforme de l'école. Bon, tu pourras te dire, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que je me sens pas concerné. Et peut-être qu'un jour, j'aurai envie de m'y intéresser, mais aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Alors qu'à côté de ça, tu as des parents d'élèves qui vont tomber dessus et qui vont dire, voilà, j'ai un enfant qui est dyslexique, j'aimerais bien savoir ce que ce monsieur a à dire par rapport à ça.
et du coup, ça va être une autre audience. Voilà. Mais tu vois, sur cette chaîne Le Précepteur, je propose aussi un contenu très, très, très varié parce que tu vas trouver une vidéo sur la dyslexie, voilà, où je parle de la dyslexie en 7 ou 8 minutes. Et puis, tu vas trouver une vidéo où j'analyse les figures de style dans les chansons de Booba, par exemple, tu vois. Deux choses qui sont totalement différentes. On peut même se demander. Que tout le monde devrait voir d'ailleurs. C'est vrai? Ah ben, je te remercie. Bah, écoute, en tout cas, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne actuellement. Ouais, Et, j'imagine. et j'en suis assez satisfait de cette vidéo parce que j'ai fait un gros travail, justement. Bah, alors là, parlons-en. Un gros travail de montage. Alors, gros Mmh. travail de montage à mon niveau. C'est-à-dire que je travaille tout seul, je fais mes vidéos Mmh. tout seul, je les écris, je les tourne et je les monte tout seul. Et je n'ai aucune formation dans ce domaine-là. Vraiment, je ne viens pas du tout de l'audiovisuel. Moi, je fais de la philosophie. Et jusqu'il n'y a pas si longtemps, je considérais que l'audiovisuel, c'était quelque chose de forcément superficiel et d'inintéressant, tu Mmh. vois. Donc, je pars de loin, hein, je pars vraiment de très, très loin. Et cette vidéo, j'en suis assez content. Et effectivement, elle a un côté divertissant et instructif en même temps. Elle peut s'adresser à des élèves, mais elle peut aussi s'adresser à des adultes. Elle peut Mmh. s'adresser à des musiciens qui sont intéressés justement par le rapport au texte, Mmh. l'écriture de chansons, ce genre de choses. Et ça, il n'y a pas vraiment de cible. Il n'y a pas vraiment, quand je l'ai faite, cette vidéo, je ne savais pas à qui elle allait s'adresser, mais je savais qu'elle allait trouver son public et effectivement, ça a été le cas. Ouais, et puis c'est intéressant, il y aurait beaucoup de choses à décrypter sur cette vidéo pour son succès. Et au-delà de ça, j'aimerais vraiment peut-être, il y a plein, en fait, plein de choses. Là, je vois, j'ai mon cerveau qui tourne dans tous les sens parce qu'il y a plein de sujets qui sont abordés. Au regard déjà des deux chaînes, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que finalement, de vue de ce que tu me dis, finalement, il y a deux usages bien différents. Il y a 2 usages différents et il y a finalement 2 univers ou 2 types de profils, on va dire 2 avatars clients, on pourrait parler ça comme ça, ou 2 types de publics bien différents. Et donc chacune des 2 finalement j'ai l'impression que tu as réussi, peut-être sans le vouloir initialement et après en le réfléchissant intelligemment, sur la seconde, mais tu as réussi à parler à ces 2 publics-là. Maintenant, effectivement, ce que tu dis sur le précepteur, c'est clair que l'audience, le public est beaucoup plus large que sur ta chaîne principale, que sur le domaine de la philosophie. Petite parenthèse avant que j'oublie le truc, peut-être que justement la notion de podcast philosophique, ça pourrait être intéressant de le faire sur le format carrément podcast. Ça pourrait avoir du sens, tu vois, hors YouTube. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Et je voulais justement en venir sur aussi plus sur la partie, on va dire, très pratico-pratique d'un point de vue business. Toi, de ton côté, est-ce que tu vois du sens d'un point de vue entrepreneurial sur ces deux chaînes-là ou est-ce que c'est juste le précepteur aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube Le Précepteur, je l'ai fait en même temps que je créais ma société de formation pédagogique en ligne. Mmh. Pourquoi? Parce que je suis enseignant particulier, comme j'ai pu le dire, et que c'est un métier qui me plaît, mais que j'avais envie, disons, de faire évoluer. J'avais envie de faire évoluer ma pratique de ce métier. Et puis, euh, et puis de manière tristement et bassement matérielle, bah, il faut bien bouffer, il faut bien remplir le frigo. C'est ça. Donc moi, j'ai été salarié pendant 10 ans, pendant mes études et un petit peu après, parce que j'ai fait des études assez longues et j'ai continué mon activité de salariat pendant quelques années après. Mmh. J'étais manutentionnaire, hein, c'est un métier alimentaire. Donc si tu veux, le monde du travail, je sais ce que c'est, j'en viens et ça ne m'a jamais fait peur. Donc je connais un petit peu les contraintes que vivent les gens qui ont voilà des métiers peu qualifiés ou des métiers alimentaires ou des métiers manuels qui sont des métiers très éprouvants, très difficiles, qui font que, à titre personnel, j'aurai toujours un immense respect pour les personnes qui font ces métiers-là, quoi qu'on puisse en dire par ailleurs. Je sais que c'est souvent de bon ton de distinguer, de différencier les métiers intellectuels et les métiers manuels. Mais je peux dire à tous les gens qui nous écoutent que pour faire un métier manuel, faut être intelligent. Faut Ouais. pas être bête parce Ouais. que on acquiert une grande intelligence par les métiers manuels. Mais bon, c'est un autre sujet. Et en fait, si tu veux, de par cette expérience-là, j'ai été encouragé par les personnes qui travaillaient dans cette entreprise où j'étais, qui m'ont dit, mais Charles, avec ce que tu fais avec tes études, tu devrais aller plus loin, tu devrais
tu devrais, comment dire, faire évoluer ce que tu fais pour que ça marche et pour te faire un petit peu connaître, et cetera. Alors moi, au départ, j'avais une très grande pudeur par rapport à ça parce que j'aime pas l'idée de se mettre en avant. J'aime pas l'idée, si tu veux, par exemple, quand je donnais un cours à la fac, j'étais toujours gêné quand j'arrivais dans la salle parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je vais être payé pour que des gens viennent m'écouter et prendre des notes. Mmh. Mais je trouvais ça, je me disais, mais qui suis-je pour que les gens viennent et payent un droit d'inscription pour venir m'écouter. Donc j'ai toujours eu une espèce de sentiment d'illégitimité en fait par rapport à ça. Et peut-être même que si j'allais voir un psychanalyste, il me dirait que mon activité sur YouTube est en fait une thérapie bon, bref, C'est une peu très bonne importe. chose aussi, hein, finalement. Exactement, parce que finalement, ça peut aussi servir à ça et pourquoi pas. Ouais. Et Et, ça me et fait donc, penser au syndrome de l'imposteur, typiquement. C'est quelque chose que finalement énormément de personnes vivent et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ressentent ça. Donc, oui, et des personnes qui ne se lancent pas parce qu'elles ont peur justement de ça, alors qu'il y a des personnes qui justement ne réfléchissent pas une seule seconde, se lancent et ne se posent pas autant de questions et exactement. finalement y arrivent très bien. Et Et donc d'ailleurs, pour revenir, ouais, excuse-moi, je non, je fais t'en prie, vas-y, vas-y. une petite parenthèse qui pourrait peut-être t'aider et je sais qu'il aidera nos auditeurs. C'est que sur le syndrome de l'imposteur, généralement, si on se pose la question de savoir si, entre guillemets, on est un imposteur ou pas, c'est qu'on a suffisamment de conscience professionnelle pour faire du travail de qualité. Donc, généralement, Ouais, c'est paradoxal, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord, et je pense que fondamentalement, on reste dans le domaine des croyances auto-limitantes et qu'en fait, on s'empêche de faire les choses alors qu'en fait, on devrait les faire sans se poser la question. Et donc, ça me fait arriver, je rejoins la question, hein, je réponds du coup à ta ouais, question qui était, du coup, j'ai lancé ma chaîne Le Précepteur en même temps que j'ai créé cette société de formation pédagogique avec un site internet. Et donc, c'est à partir de là que j'ai décidé de professionnaliser mes vidéos sur YouTube. Donc, j'ai fait appel à un infographiste qui a créé mon générique. J'ai fait appel à un ami, d'ailleurs, je le salue, Vincent, s'il m'écoute, qui a créé la musique du générique. d'accord. Ensuite, je me suis un petit peu appuyé sur tout ce que je trouvais euh, justement sur YouTube pour essayer de prendre des informations pour savoir comment on faisait du montage, comment on faisait du cadrage, comment on rythmait une vidéo, tout ça, tout ça. Donc tout ça est encore, c'est pas encore abouti, hein, mais j'ai vraiment eu ce désir de professionnaliser ma chaîne YouTube, ma chaîne Le Précepteur, alors que ma chaîne Charles Robin, comme je te le disais, c'était un petit peu mon laboratoire expérimental. Il n'y a jamais eu, et je pense qu'il n'y aura pas de volonté de professionnaliser cette chaîne-là. Donc, ce sont vraiment deux choses assez distinctes, vraiment D'accord. dans l'approche, dans la démarche, même si à terme, j'aimerais bien, et j'y travaille, j'aimerais bien retrouver sur ma chaîne Le Précepteur cette espèce d'insouciance et de légèreté que j'ai pu avoir parfois sur ma chaîne Charles Robin. Quand je parle d'insouciance et de légèreté, je veux dire le fait de me concentrer justement pour le coup sur le fond et pas sur la forme, et donc aller vers des formats audio où par exemple, je pourrais parler d'un sujet pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure sans l'avoir préparé, sans l'avoir écrit. Alors, il se trouve que le hasard nous a fait faire notre interview aujourd'hui. Il se trouve que hier, j'ai justement sorti sur ma chaîne Le Précepteur une vidéo où, pour la première fois, je parlais d'un sujet pendant à peu près 20 minutes sans avoir écrit ma vidéo, sans l'avoir préparée. Et je demandais à la fin de cette vidéo, voilà, si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur ce format, plus long et plus lent, moins travaillé, au sens où y a beaucoup moins de montage, il n'y a pas d'écriture, faites-le moi savoir. Et effectivement, j'ai eu déjà des retours de personnes me disant, oui, oui, j'aime ce format, continue, fais des formats comme ça, un peu plus longs. J'en ai même un qui m'a dit, ça m'a fait sourire, qui m'a dit, mais vraiment, 20 minutes, c'est considéré comme étant long sur YouTube. C'est-à-dire que effectivement, Mmh. 20 minutes, pour beaucoup de gens, c'est très long, mais pour beaucoup de gens, 20 minutes, c'est très rapide. Et en 20 minutes, on n'a pas le temps de dire grand-chose en réalité sur un sujet. Enfin, Mmh. moi, je suis quelqu'un d'assez bavard et tu peux t'en apercevoir depuis tout à l'heure. Je, je ne te laisse pas en placer une. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu me lances sur un sujet, je peux en parler pendant 2 heures, il n'y a aucun problème, tu vois. Ouais. Mais je ne peux pas là non plus demander à des internautes de me consacrer 2 heures de leur temps pour m'écouter parler d'un sujet qui m'intéresse, tu vois. Même si je sais qu'il y en a qui seraient intéressés. Mais je dois aussi penser aux autres, essayer de penser à tout le monde. Ouais, donc du coup, tu essayes de gérer ça par une espèce d'alternance de sujets?
de format, pardon. Exactement. C'est vrai que j'ai un petit peu ce souci, tu sais, de l'équité mathématique qui fait que je me dis, bon, si je fais une vidéo sur un thème très technique lié à la pédagogie, que ensuite je sors une vidéo plus généraliste avec des touches d'humour, ensuite je vais faire une vidéo où je vais improviser sur un sujet, etc. Je Mm. me dis, au moins tout le monde s'y retrouvera. Alors après, c'est peut-être une mauvaise approche, hein. C'est-à-dire que là, en ce moment, je teste encore des formats et des thèmes de vidéos parce que je pense que bah, de la même façon qu'un sculpteur, il commence par dégrossir la matière avant d'entrer dans les détails, moi, je préfère tester beaucoup de choses pour ensuite affiner progressivement et orienter, concentrer petit à petit vers un format. Maintenant, maintenant, oui, pour l'instant, j'en suis effectivement à ce stade où je teste plusieurs formats. Et de toute façon, le tri se fait parce que, comme tu dois le savoir, l'algorithme YouTube évolue, a évolué et continue d'évoluer. Moi, je perds des abonnés à chaque fois que je sors une vidéo. Alors, j'en gagne évidemment en contrepartie. Mais ce que je veux dire, c'est que quand une nouvelle vidéo sort, j'ai des anciens abonnés, enfin des abonnés, qui voient la vidéo et qui se disent, en fait, ça ne m'intéresse pas cette chaîne, et qui se désabonnent. Et ben moi, à ce moment-là, alors ça peut paraître, je veux dire, curieux, étrange, mais moi, je suis content à ce moment-là, parce que je me dis, ah, cette personne qui s'est désabonnée, ben, quelque part, elle, elle a bien fait de le faire parce qu'elle n'est pas à sa place sur ma chaîne. Donc, il vaut Ouais. mieux qu'elle aille ailleurs. Il vaut mieux qu'elle aille écouter d'autres contenus. Et d'une certaine manière, ça me réjouit de me dire que ben, le filtre se fait de cette façon-là. Les gens s'abonnent, puis se désabonnent. Et comme ça, je sais que ceux qui restent, ce sont les personnes réellement intéressées. Et Qualifie. comme ça, voilà, Véritablement, quoi. qualifient exactement. Et au moins, j'ai pas la sensation d'avoir des abonnés fictifs ou qui n'ont pas de voilà, qui ne sont qu'un chiffre sur un compteur. Ça m'intéresse pas du tout. Après, on va pas se mentir, n'importe quelle personne qui publie des vidéos sur YouTube veut que ces vidéos soient Ouais. regardées par un maximum de gens, sinon ils ne le feraient pas. Et le premier Je truc que pense qu'il tu y a regardes chez les concurrents ou les confrères, c'est le nombre d'abonnés, hein. voilà le nombre d'abonnés. Alors moi, souvent, je regarde le nombre d'abonnés, mais je regarde aussi le nombre de vidéos parce Ouais. que je vois aussi il y a deux approches. Hein, si on devait schématiser, il y a les vidéastes qui sortent beaucoup de vidéos, plusieurs par semaine, voire des fois plusieurs par jour. Il y a les vidéastes qui vont sortir des vidéos voilà, plus espacées dans le temps. Moi, je fais partie de cette deuxième catégorie, mais je pense que ça vient aussi du fait que je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas sortir 2 vidéos par jour, alors que c'est possible techniquement. Il Mmh. suffirait d'allumer ma caméra, de parler, de mettre en ligne, et ce serait fait. Et Mais puis je n'y arrive pas. Je n'ai pas encore cette aisance. et puis aujourd'hui, j'ai l'impression surtout qu'au niveau de l'algorithme YouTube, ça n'a plus de sens de diffuser comme un fou sur une chaîne YouTube. Ah, c'est possible. Ça, je sais pas. Parce que Ça, je ne sais pas. j'ai testé l'année dernière le fameux format où tu fais une vidéo par jour. J'ai fait ça pendant 100 jours et j'ai diffusé mais à l'appel, à l'appel, à l'appel. Et finalement, ça a pas trop marché et au même moment, une personne qui donc voilà, ça avait peut-être pas trop marché parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, ce qui est totalement probable. Mais au même moment, j'ai connais une autre personne qui a fait exactement la même chose, qui avait eu des résultats enfin vraiment excellents, les fois précédentes où il avait fait, c'est-à-dire quelques années en amont, comme l'ont fait par exemple Fabien Olicard ou Pierre Cros pour celles et ceux qui connaissent et qui avait justement constaté que ce qui marchait avant ne marchait plus sur une production, on va dire, quotidienne. Et l'algo YouTube est plus, il semblerait que l'algo YouTube va plus un petit peu plus sur on va dire du référencement un petit peu plus long sur les vidéos, sur on va dire la façon dont il va pondérer ou qualifier si une vidéo est bonne ou pas pour la suite. Et du coup, maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur la question, enfin, sur le sujet qu'on a abordé un petit peu en amont, c'était le sujet de l'authenticité. Un sujet qui est, enfin, qu'on entend parler. Alors moi, j'entends beaucoup, beaucoup ce mot authenticité. Je me suis rendu compte que souvent, le plus était l'ennemi du bien, c'est-à-dire que beaucoup parlaient d'authenticité et justement, c'était là où il a manqué. Donc, j'aime pas trop ce mot, en fait, en tant que tel. Mais sur les vidéos, sur le contenu que l'on crée, l'authenticité, du moins arriver à atteindre à cette unicité entre ce que l'on est dans on va dire, en tant qu'être humain dans notre vie privée et ce que l'on est devant la caméra, c'est un vrai défi. Et donc, ouais, donc du coup, toi, tu en es où aujourd'hui par rapport à ça?
Ah bah, c'est une très bonne question. Alors c'est vrai que le mot authenticité en soi, il pose question. Ouais. Je me le suis souvent dit parce qu'en fait, quand on parle d'authenticité, pour moi, c'est un paradoxe. C'est l'idée de vouloir être naturel. Mais si on veut être naturel, on cesse de l'être. Exactement. Ah, j'adore. Et voilà. Et du Le mot coup, congruence peut-être aurait plus de sens. alors voilà, ça c'est un mot que j'ai entendu aussi par rapport à ça. C'est Ouais, possible. Alors c'est pas un terme que je maîtrise en tout cas dans ce sens-là. d'accord. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a authenticité, être spontané, être naturel, tout ça, ce sont des mots qu'on peut considérer comme des synonymes, mais il y a des nuances entre les termes. Alors où est-ce que j'en suis à ce niveau-là? Ben, écoute, je te dirais que de plus en plus, j'essaye d'être, comment dire, concentré sur ce que j'ai à dire davantage que sur la manière dont je vais le dire. En fait, c'est tout bête. J'essaye de m'appliquer les recommandations que je donne à mes élèves quand, Mmh. par exemple, mes élèves rencontrent des blocages dans l'expression orale ou dans l'expression écrite. Mmh. Des élèves qui, par exemple, vont avoir des idées mais vont pas réussir à les mettre à l'écrit ou à prendre la parole parce que bah, dès qu'on leur dit, voilà, tu dois faire un oral. Bon, il y a le tu dois déjà qui met la pression. Et puis faire un oral, tu vois, un oral, on oublie que oral, c'est l'oralité, c'est le fait même de parler. Alors qu'en fait, l'oral, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on ouvre la bouche pour dire quelque chose et qu'on ne se pose pas forcément toutes ces questions. Si tu vas raconter à l'un de tes amis le dernier film que tu as vu, tu vas pas avoir la sensation de passer un oral, tu vas avoir la sensation d'être en train de lui raconter ce que tu as vu. Et du coup, à ce moment-là, tu oublies que tu es en train de parler pour tout simplement te concentrer sur bah, le souvenir du film que tu as vu pour pouvoir lui raconter. Et en fait, dès lors qu'on est, comme je te le disais tout à l'heure, exposé, c'est-à-dire concrètement, dès que tu allumes la caméra, tu sais que ce que tu dis va être vu, va Mmh. être écouté, potentiellement disséqué, analysé, critiqué aussi. Alors il y a cette peur du jugement qui forcément rend difficile le fait d'être naturel, le fait d'être spontané. Et puis, il y a aussi le jugement qu'on a soi-même sur ce qu'on va dire. Par exemple, là, tu vois, on est en train de faire un entretien tous les deux. Ça me semble naturel dans le sens où malgré la barrière de la distance, je te vois, tu m'entends, on arrive à communiquer de manière à peu près naturelle. Mmh. Mais tout ce que je suis en train de te dire là, je pense que j'aurais beaucoup, beaucoup de difficultés à l'exprimer si j'étais tout seul derrière ma caméra, tu Mmh. vois. Donc, je pense que l'interaction aussi facilite la spontanéité, là où la solitude va forcément la rendre plus difficile. Après, je pense qu'il y a aussi des profils différents. Il y a des profils de personnes qui sont plus à l'aise avec bah, le fait de s'exprimer derrière une caméra. Moi, je suis toujours impressionné quand je vois des personnes qui vont allumer la caméra. Alors, j'ai déjà assisté, j'ai déjà participé à des émissions sur lesquelles il y avait un plateau, voilà, avec des caméras, des techniciens derrière les caméras. Et puis, tout à coup, je voyais le présentateur faire son speech, mais de manière complètement naturelle, c'est-à-dire que, bah, tu sais, ce qu'on fait tous quand on parle parfois, c'est-à-dire des blancs, des maladresses, Mmh. un mot qu'on utilise à la place d'un autre, moi, j'avoue que ça me bloque par anticipation. Je me dis, si je dis quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas le faire. Mais en fait, quand je me pose plus la question, comme là par exemple, quand je me pose pas la question, en fait, ben, je m'aperçois que c'est pas si grave que ça et que c'est même beaucoup plus agréable pour les gens qui nous écoutent d'avoir ce côté un petit peu approximatif, d'avoir ce côté un petit peu maladroit, parce que c'est ce qui fait qu'on va se sentir en proximité avec celui qui parle, tu vois. Là où un discours, par exemple, je vais écrire un discours et le prononcer, ça va être chiant, ça va être ennuyeux parce que ben, justement, il n'y a pas cet élan intérieur qui fait que bah, tu vas t'exprimer du fond du cœur et du fond de l'âme, quoi. Et donc c'est quelque chose personnellement que j'essaye de d'améliorer, bah, tout simplement par la pratique. C'est-à-dire que dans mon esprit, je me dis que à force, je finirai par réussir à allumer ma caméra et à être naturel, le plus naturel possible. Par exemple, j'ai fait un live il y a 2 semaines maintenant sur ma chaîne YouTube. C'était mon premier live. Et je voulais, en fait, j'avais pas grand-chose de spécial à dire pendant ce live, tu vois. Et d'ailleurs, le principe d'un live, c'est surtout de l'interaction avec les internautes. Mais j'ai voulu faire un live simplement pour me confronter à cet exercice de devoir être naturel. Dans un live, tu es obligé d'être naturel parce que tu peux pas parler pendant une heure et demie avec un discours préétabli, préparé. Et donc, tu es obligé bah, d'improviser.
Mmh. Donc, il y a cette idée, voilà, d'améliorer ça, de dépasser, de surmonter ces blocages par la pratique, par l'exercice. Pour moi, c'est un entraînement, hein, véritablement. Et c'est comme ça que je le gère. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà ma réponse en tout cas. Ouais, ça répond clairement à ma question et c'est un vrai travail, tu vois? Même pour l'animateur télé, j'aurais envie de te dire, même j personnellement, j'ai jamais rencontré enfin, aujourd'hui, à date, je j'ai pas encore trouvé le signe noir sur ce sujet-là, mais j'ai rencontré personne qui est naturel, j'ai envie de dire naturellement, pour la première fois qu'il prend la vidéo. Toutes les personnes que Mmh. j'ai vues naturelles en vidéo, c'est des personnes qui se sont entraînées. Et pour le format, moi j'adore le format podcast justement, c'est pour ça que depuis que je m'y suis mis l'année dernière, mais c'est un pur bonheur, je trouve encore plus de plaisir que sur la vidéo, justement parce qu'il donne cette liberté-là. Alors moi, je l'explique sur différents paramètres, mais le premier aussi, c'est qu'en vidéo, tu as plein de choses à gérer. Tu as ton retour en image, tu as la luminosité, tu as ceci, cela. Quand tu es sur un format audio, donc là, on est en mode conversation, donc du coup, c'est différent. Mais lorsque je me retrouve tout seul, tu vois, par exemple, à faire un podcast, un audio pur, eh bien, c'est plus facile parce que j'ai que la voix sur laquelle je dois me focaliser. Que la voix et la tonalité de voix et à la limite les bruits ailleurs. Alors que lorsqu'on est en vidéo, surtout si on se filme dehors ou autre, il y a des problèmes de luminosité, il y a des problèmes de cadrage, il y a à faire attention à ceci, cela. Et donc, du coup, ça demande une capacité intellectuelle qui finalement, pour moi, est plus forte que le reste. Après, un dernier point aussi je rebondirais sur ce que tu disais par rapport au message. Il y a quelque chose, une des meilleures conférences publiques que j'ai faites, parce que moi, j'ai toujours été tétanisé à l'idée de parler à l'oral. Je pars vraiment de très loin et je me suis retrouvé, tu vois, à faire des conférences de 20, 400, 500 personnes. Et pour moi, c'est un véritable exploit personnel. Et une fois, j'ai fait une conférence devant 400 personnes. C'était une des meilleures conférences que j'ai faites. Et pourquoi c'était une des meilleures conférences? Parce qu'avant d'entrer sur scène, je me suis pas mal conditionné, mais je me suis surtout conditionné sur un point qui a vraiment fait le delta et que je n'ai pas forcément reproduit après, qui est que je me suis dit: «Les gens ne sont pas là pour moi, ils sont là pour le message. Concentre-toi sur le message, ce n'est pas toi, c'est le message» et on va dire, j'ai enlevé ma ma la pro on va dire le propre, intérêt ou les propres besoins égotiques à ce moment-là. Du moins, j'ai tout fait pour dire: «C'est le message, c'est pas toi. Toi, tu es juste le transmetteur» et ça m'a énormément aidé parce que ça m'avait boosté et ça m'avait donné une énergie qui était une énergie, qui me transcendait, quoi. Donc voilà, ça c'est des points que je rajouterai en plus, on va dire de mon expérience perso sur le sujet. Mais tu as raison de dire que s'exprimer, devant 400 personnes, c'est un exploit parce que, la plupart des personnes qui regardent des vidéos sur YouTube, la plupart, je dis bien, n'ont pas cette expérience Ouais. en fait, ne savent pas forcément en fait ce que c'est et des fois, quand on lit les commentaires, on lit des critiques. Alors personnellement, moi je suis très à l'aise avec les critiques, c'est-à-dire que j'arrive très bien à les gérer, je vais pas tomber dans la déprime parce que j'ai eu des commentaires négatifs. Ça, c'est pas du tout un problème. Mais je Mmh. me dis des fois avec un petit sourire amusé, cette personne-là n'a pas conscience en fait que bah, dès lors que on est face à une caméra ou face à un public, bah forcément il y a une perte de moyens. Tu vois, c'est comme un. Moi, j'ai pratiqué un peu la boxe, mais pas en compétition. Et en compétition, les boxeurs que j'ai pu connaître me disaient, mais en fait, à partir du moment où tu montes sur le ring, tu perds 50% de tes capacités. Pourquoi? Parce qu'il y Mmh. a une pression qui est telle qu'en fait, t'es pas le même qu'à l'entraînement. Je veux dire, à l'entraînement, tu peux te concentrer sur la technique, tu connais ton adversaire, donc tu peux totalement te focaliser en fait sur la performance. Mais dès lors qu'il y a une mise en scène, dès lors qu'il y a une exposition, c'est-à-dire dès lors qu'il y a un regard extérieur qui vient finalement, qui vient s'appliquer à ce que tu fais, bah, la configuration n'est plus la même et cette prise en compte-là, forcément, elle te fait perdre une partie de tes moyens. Mmh. Moi, je le vois avec mes élèves, par exemple, ou d'autres personnes que j'ai pu aider à réaliser des CV vidéo. Là, dernièrement, j'ai aidé des élèves à faire des CV vidéo. Et c'est des personnes qui sont extrêmement à l'aise
pour parler devant les gens, pour discuter avec les autres, qui sont très sociables, qui n'ont pas de timidité. Et à partir du moment où elles devaient voilà, réciter leur texte, hein, et ben, ça devenait très compliqué. Ça devenait voilà, des mots mis à la place d'autres, des phrases qui n'avaient plus aucun sens. Et là, le travail de la personne comme moi qui est là pour coacher, alors il faut savoir que moi, j'aime pas les anglicismes, mais parfois je les utilise parce que ça permet de mieux comprendre. Hein. Quand toi, tu es là en tant que coach, tu peux pas te permettre de dire à la personne, mais vas-y, détends-toi, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Parce que tout ça, ça ne marche pas. On n'aide pas quelqu'un à se détendre en lui intimant l'ordre de se détendre, parce que ça ne fait que rajouter une pression supplémentaire. Donc à ce moment-là, l'humour peut être une manière de justement dédramatiser. Et je pense que c'est vraiment ça finalement l'un des paramètres les plus importants, c'est la dramatisation. La dramatisation, c'est quand voilà, on va surinterpréter, on va surévaluer plutôt l'importance et la valeur de ce qu'on est en train de faire. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de parler. Et c'est-à-dire qu'on est en train de faire ce que tout le monde fait déjà, mais dans un cadre spécifique, dans un cadre stressant que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc là, du coup, j'en profite d'être de passage chez toi pour bien dire aux personnes qui nous écouteront, gardez à l'esprit que c'est pas facile de parler devant des gens, que c'est pas facile de parler derrière une caméra. Et moi, j'encourage souvent mes auditeurs, mes spectateurs, à se lancer sur YouTube, à faire leurs propres vidéos, pour qu'elles se rendent compte de ce que c'est et que du coup, ça établisse un rapport beaucoup plus sain entre le spectateur et le créateur, ne serait-ce que pour le spectateur n'ait pas l'impression que c'est facile. C'est pas facile d'être un créateur, et même quand on fait une vidéo qui n'est pas écrite, ça reste difficile, et c'est pas quelque chose voilà que tout le monde peut faire. Et d'ailleurs, souvent, ce que j'entends quand j'encourage mes spectateurs à faire ça, c'est de dire oui, mais moi, je suis pas vidéaste, mais moi, je suis pas youtubeur. Et je leur réponds, mais il faut savoir qu'avant de faire des vidéos, moi, je ne faisais pas de vidéos. Et donc, on ne naît pas avec un tampon sur le front vidéaste, avec une compétence particulière pour s'exprimer derrière une caméra. C'est en le faisant qu'on le devient. Et comme tout, en fait, c'est souvent en faisant les choses qu'on devient voilà, youtubeur, vidéaste, conférencier, professeur, etc. C'est pas inné en réalité. Ce qui peut être inné, c'est la capacité à la prise de parole, éventuellement, même si je pense qu'il y a quand même une grande partie qui est liée à notre évolution, à notre vécu, mais pas seulement. Hein. Et voilà, et souvent, il y a dans l'esprit des spectateurs l'idée qu'il y aurait d'un côté les créateurs et d'un côté les spectateurs, avec au milieu une espèce de barrière qui fait que le créateur a cette espèce de devoir qu'on lui attribue d'office, d'être bon derrière une caméra, tandis que le spectateur, lui, son rôle, ce serait de regarder, de pouvoir critiquer. Alors que non, hein, on est tous les mêmes, on est tous des êtres humains avec leurs prédispositions, leurs compétences, mais aussi leurs blocages personnels, leurs hésitations, leurs faiblesses, leurs peurs, et que tout ça peut s'améliorer par un travail, par une pratique régulière. Donc oui, faire des vidéos, ça peut prendre la forme d'une thérapie dans certains cas, parce que ça permet de se détacher du regard de l'autre et de relativiser en fait l'importance et la valeur de ce qu'on va faire. C'est ouais, tout à fait, tout à fait. C'est très pertinent ce que tu dis et c'est un exercice génial, ouais. C'est un exercice vraiment génial pour ça, même si on ne diffuse pas forcément le contenu, le simple fait de le faire. Le simple fait de le faire. Bien sûr. Je vais finir sur une dernière question parce que j'aurais d'autres questions à te poser, mais je pense qu'on y restera encore 2 ou 3 heures et je ne sais pas si on va nous écouter jusque-là. Donc du coup, ma dernière question, ça sera celle que je pose toujours à mes invités. C'est on parle beaucoup, enfin, du moins, on voit pas mal les édifications de succès. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des échecs. Pourquoi? Parce que les échecs sont toujours source d'un très bel enrichissement. Donc, est-ce que tu pourrais partager avec nous un de tes pires échecs et ce qu'il t'a apporté? Alors, l'un de mes pires échecs, écoute, je vais parler de quelque chose que j'estime être un échec, on va dire, a posteriori. Et je te rejoins d'ailleurs sur ta vision que ce sont les échecs qui sont formateurs. Justement, hein, pour rester dans la thématique, il faut savoir que mes premières conférences que j'ai pu donner, parce que j'ai donné quelques conférences au moment de la publication de mes livres, Mmh. j'écrivais
j'écrivais mes conférences. C'est-à-dire que quand je me présentais, voilà, devant le public, je m'installais et je lisais mes conférences. Alors évidemment, j'essayais d'y mettre de l'intonation pour que ce soit audible. Mais en fait, j'avais des retours par rapport à ça qui me disaient, mais Charles, autant ce que tu dis est intéressant, mais autant le fait que tu lises, c'est chiant, on s'endort. Tu mets des mots parfois, euh, des mots techniques, alors que tu pourrais dire les choses de manière beaucoup plus simple et vraiment, ça donne pas envie de t'écouter. Alors ça, je le vivais très mal parce qu'en fait, ben, j'avais justement, en fait, si tu veux, moi j'écrivais précisément parce que je voulais proposer un contenu abouti, un contenu travaillé, donc c'était dans une intention de bien faire. Et on me faisait remarquer que, ben, en fait, c'était tout le contraire que je provoquais, tu vois. Et souvent, après une conférence, comme tu le sais, il y a le jeu des questions-réponses avec le public. Et là, ben, je devenais une autre personne, c'est-à-dire que Mhm. j'interagissais avec les gens et puis ben, ça devenait beaucoup plus vivant et beaucoup plus intéressant. Et en fait, j'ai vécu ça comme un échec. Et aujourd'hui, par exemple, je me suis interdit de refaire une conférence et même une vidéo apprise par cœur. C'est-à-dire que je fais toujours en sorte qu'il y ait une partie improvisée dans ce que je fais, parce que je pense tout simplement, et là je vais faire un peu mon philosophe de service, Platon disait que la vérité, c'était ce qui sortait de l'homme vrai, l'homme véridique. Mhm. Et en fait, quand on est véridique, quand on est authentique, même si je comprends que le mot ne soit pas forcément le plus adapté, ce qui sort de nous sera vrai, non pas au sens où ce sera exact, mais au sens où ce sera en correspondance avec ce qu'on est à ce moment-là. Et je pense que l'échec est toujours une bonne chose après coup, parce que lorsqu'on combine l'échec avec l'attention, le fait d'être attentif à ce qu'on fait et au retour qu'on a sur ce qu'on fait, eh bien, l'échec devient la base de l'amélioration. Et c'est grâce à ça qu'on progresse. Il n'y a pas de progrès sans échec et sans constat d'échec. Et aujourd'hui, je souris quand je repense à mes échecs parce que je me dis, ce sont eux qui m'ont amené à m'améliorer, ce sont eux qui m'ont amené à là où j'en suis. Et ce qui est intéressant et assez même fascinant là-dedans, c'est que on n'arrivera jamais à atteindre la perfection et on aura toujours des défauts, des imperfections et des échecs qui vont nous amener à nous corriger et donc à nous améliorer. Donc voilà, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. On doit prendre en compte les résultats de ce qu'on fait pour avancer. Et tant mieux s'il y a des défauts, tant mieux s'il y a des approximations, parce que bah, c'est la preuve qu'on est des êtres humains. Génial, super, super. Euh, du coup, je crois qu'il n'y a rien à dire de plus si ce n'est où est-ce qu'on te retrouve pour aller plus loin. Alors, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Le Précepteur. Donc, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse et éventuellement à vous abonner. On peut également me retrouver pour du contenu plus philosophique et plus intimiste, disons, sur ma chaîne personnelle Charles Robin. C'est une chaîne sur laquelle je ne publie plus pour l'instant, mais peut-être que dans un avenir proche ou lointain, je republierai. Voilà, sur mon site internet www.monprecepteur.fr et je suis aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Le Précepteur, sur Instagram, Charles Précepteur. Voilà à peu près où on peut me trouver. Je suis assez présent, voilà, sur les réseaux sociaux. Super. Et donc, vous retrouverez tous les liens dans la description si vous êtes suffisamment curieux et curieuse. Et j'en profite aussi pour finir pour dire que toutes celles et ceux qui nous écoutent sur iTunes, de penser à mettre un 5 étoiles, ce serait sympa. Des étoiles et un petit commentaire, ça aide ce podcast, surtout si vous avez aimé cette interview et cet échange. Voilà. Et Merci. moi, je voulais te remercier, Nico, avant qu'on coupe. Je voulais te Ouais. remercier parce que tu es une personne très, très sympathique et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger. Comme je te l'ai dit hein, par message sur Insta, hein, je peux le dire, je ne vais pas en faire un secret. Il se Oui. trouve que tu m'avais contacté et que par hasard, si on peut employer ce mot, je suis tombé sur certaines de tes vidéos sur YouTube qui m'ont beaucoup intéressé et c'est seulement après que j'ai fait la connexion que c'était toi qui m'avais contacté. Donc, merci beaucoup pour ton invitation. Ça a été très agréable d'échanger avec toi et puis j'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça. Ouais, je n'en doute pas. En tout cas, merci à toi pour toute la richesse de ce que tu nous as apporté. Je le savais dès le départ que ça allait être une très bonne interview et j'en suis très satisfait et j'espère que ce sera le cas pour les auditeurs. Merci, Nico.